Donc, comme Laetitia vous a présenté, j'ai donc travaillé sur un premier travail qui était sur un asile psychiatrique de femmes. C'était sur celui-là que portait mon mémoire de fin d'études. Sur ensuite un deuxième travail, les hospices, qui ont été le sujet de ma thèse de doctorat et dont nous allons parler un peu plus précisément aujourd'hui, et jusqu'au bain public, qui sont sujet de projets de recherche actuels. En fait, à travers ces trois lieux, ce que je voudrais vous expliquer là maintenant en guise d'introduction, c'est que c'est une même question qui s'est dessinée, affinée et de plus en plus affirmée dans ma recherche. Alors, à travers mes différents projets, je cherche en fait à reconstituer l'expérience des individus du passé. Et par expérience, j'entends le fait d'éprouver quelque chose et donc de le vivre ou de l'avoir vécu. Ce à quoi j'ajoute, parce que ça c'est une définition en fait assez classique du dictionnaire, une importance sur la manière positive, négative, déterminante, anodine, avec laquelle les individus ont vécu cette expérience. Autrement, et mieux dit par deux sociologues, il s'agit de la signification subjective que prend ce processus, et en l'occurrence ici la vieillesse et le vieillissement, pour les personnes qui le vivent. Cependant, reconstituer ces manières de sentir et de ressentir des hommes d'autrefois, et là je cite un autre historien qui s'appelle Hervé Mazurel et qui a travaillé sur plutôt l'histoire des émotions, retrouver ces modes de présence au monde bien souvent évanouis me semble en fait un objectif presque intouchable. Du coup, mon approche là-dedans a été de prendre la question à revers par les espaces dans lesquels ces expériences ont pris place. C'est-à-dire qu'en focalisant mon attention sur les dimensions humaines, matérielles et sensibles, donc humaines, quels sont les usagers, quels sont le personnel, quels sont les décideurs autour d'un espace, matériels, comment sont-ils construits, comment sont-ils conçus, comment sont-ils pensés, quel mobilier, les meubles, etc. Et enfin sensibles, quelles sensations, quelles émotions traversent ces espaces. J'essaye par là de saisir les liens entre espace, corps et inégalité, et je m'efforce de prendre en compte la complexité des espaces dans lesquels les expériences prennent place. J'essaye du coup de raconter une histoire sociale, sensible et spatialisée des expériences du passé. J'essaye de reconstruire d'une certaine manière le cadre des expériences. Alors pour aujourd'hui, si vous le voulez bien, plongeons-nous un peu plus avant dans l'univers des hospices, nouvel espace de la vieillesse, recréé de manière inédite à l'orée du 19e siècle, et par là, essayons d'approcher au plus près ce qu'a pu vouloir dire vieillir en institution entre 1830 et 1914 à Bruxelles. Alors, je terminerai cette introduction par quelques remarques sur le travail, les archives, la méthode et quelques définitions qui vont nous occuper. Ensuite, je vous présenterai le paysage institutionnel bruxellois, donc quels étaient les établissements dans lesquels pouvaient se retrouver les personnes âgées à Bruxelles au 19e siècle à Bruxelles. Ensuite, on va se focaliser plus précisément sur les hospices de l'assistance publique. Et enfin, on va réfléchir à quelles ont pu être ces variables, quelles ont pu être les variables de l'expérience d'une fin de vie des personnes âgées en hospice au 19e siècle. Alors, je vais vous lire un extrait un tout petit peu long, mais je le trouve très intéressant. C'est un extrait assez classique qui, en fait, peu importe le livre duquel il provient, en l'occurrence, c'est une histoire sur le Conseil supérieur de la santé écrit par Elisabeth Breugnil. Il évoque très fort l'histoire traditionnelle qu'on a fait jusqu'à présent des hospices. Alors, j'ouvre les guillemets. Les séjours dans les hospices et hôpitaux du 19e siècle n'étaient pas une sinécure. Les malades, les handicapés, les orphelins et les personnes âgées étaient hébergés dans des bâtiments froids et humides, dénués de la moindre forme de confort sanitaire. La maladie était rassemblée dans des grandes salles de 20 à 40. Les malades étaient rassemblés dans des grandes salles de 20 à 40 lits, les chambres individuelles étant extrêmement rares. De surcroît, la mauvaise ventilation apportait son lot de nuisances olfactives. En hiver, les salles étaient chauffées au moyen d'un poêle à charbon central qui diffusait autant de poussière que de chaleur. L'éclairage au gaz ne commença progressivement à faire son apparition qu'à partir des années 1850. Avant cela, la lumière était produite par des bougies et des lampes ou des lampes à huile fumante. Bref, il est bien compréhensible que ce type d'établissement ait été synonyme de mouroir aux yeux du peuple.
La crainte des hôpitaux était dès lors profondément ancrée dans la population, et pour couronner le tout, les hôpitaux et les hospices servaient souvent de centre d'accueil pour les miséreux, ceux qui en faisaient des instruments de maintien du contrôle social. Donc, à l'image de cet extrait, comme je vous l'ai dit, les hospices du 19e siècle sont racontés la plupart du temps comme des lieux d'abandon, d'une misère extrême, dans des conditions de vie épouvantables. Mais la question que je me suis posée en commençant ma recherche, c'est quelles archives président à cette histoire-là? Est-ce que les historiens et historiennes qui l'ont raconté se sont-ils vraiment entrés dans les hospices ou est-ce qu'ils ne se seraient pas arrêtés sur le seuil? En fait, la plupart du temps, ces histoires qui commencent dans les années 70-80, on commence à s'intéresser au thème de la vieillesse et de l'histoire de la vieillesse. C'est souvent des règlements d'ordre intérieur ou des registres de population qui sont les sources à l'origine de ces récits, qui sont des sources incontournables, passionnantes, mais qui sont en fait assez théoriques et qui ne racontent pas beaucoup sur le quotidien des hospices, mais plutôt sur ce que les hospices tendent à être. Il s'agit aussi de sources réglementaires, c'est-à-dire produites par les décideurs, et qui, en fait, pour le 19e siècle, vont ne pas du tout être issues des mêmes classes sociales que ceux à qui l'hospice se destine. Alors, l'hospice du 19e siècle, enfin, l'idée de cet exposé ici n'est pas de défendre absolument les hospices du 19e siècle, mais bien de vous présenter le travail de recherche que j'ai effectué dans les archives du CPAS, donc du Centre public d'action sociale de Bruxelles, et plus précisément dans les archives des 5 établissements pour vieillards, comme on dit à l'époque. Et cette recherche qui m'amène, nous le verrons, à une mise en récit, à une histoire beaucoup plus nuancée des hospices publics du 19e siècle. De fait, la confrontation avec les archives de l'assistance publique de la ville de Bruxelles m'a très vite obligée à revoir cette vision trop simpliste et misérabiliste des hospices. Principalement, les sources sur lesquelles je me suis penchée, ce sont les lettres de correspondance entre le Conseil général des hospices et secours, qui est une sorte d'organe de gestion administrative de l'assistance publique, et les directions des différents établissements. Ces échanges épistolaires qui sont soutenus rapportent incidents, dépenses, décisions ordinaires. Dans leurs détails, ils mêlent également du coup de nombreux intervenants, les pensionnaires, les directeurs, des intervenants extérieurs, le personnel, etc. Et donc c'est grâce à cette pluralité d'intervenants qu'on arrive à éviter l'aridité d'une correspondance administrative exclusivement menée par ces décideurs. Et ces archives aussi rendent visibles et repérables les oppositions, les distances, mais également les proximités sociales qui peuvent exister entre décideurs issus des classes plus aisées et pensionnaires des hospices issus de classes plus populaires. Par ailleurs, ce qui m'a paru aussi très important, c'est de confronter, de comparer, de contextualiser ce dedans, cet intérieur de l'hospice et l'extérieur. En effet, surtout concernant les populations accueillies. Donc, ça m'a paru extrêmement important pour mesurer le plus justement possible ce que vieillir en hospice a bien pu vouloir dire. Donc, par exemple, parmi les éléments de la citation que je vous ai lue, eh bien, il y a des éléments, il y en a plusieurs qui sont propres au siècle. Ce n'est pas que dans les hospices qu'on se chauffe avec un poêle de charbon qui potentiellement fait de la fumée. Ce n'est pas que dans les hospices qu'on s'éclaire avec une bougie dans la première moitié du 19e siècle et puis au gaz à partir de la deuxième moitié du 19e. D'autres éléments, au-delà de ce qui appartient vraiment en fait au 19e siècle, peuvent être relativisés en regard des classes sociales concernées. Donc, par exemple, on peut, l'auteur met en exergue la collectivité des infrastructures, etc. En fait, le logement ouvrier, on y reviendra après, au 19e siècle bruxellois, est caractérisé par la promiscuité, l'exiguïté, la surpopulation des logements, etc. Donc, les archives que j'ai consultées ouvraient sur un quotidien assistentiel pluriel et foisonnant, et elles m'invitaient à une nouvelle lecture de ces établissements de prise en charge et des populations accueillies. Le travail que je vais donc vous présenter a porté sur les hospices, et ces lieux, je les ai compris à Bruxelles entre 1830 et 1914 comme des espaces dans lesquels des expériences de vieillesse ont pris place. Alors, au niveau de ce qui était
disponibles pour les vieux bruxellois. Et là, je vais juste préciser avec cette carte que je parle vraiment de la commune de Bruxelles. Donc, en fait, c'est le Pentagone. Donc, c'est même pas encore toute la zone bleue, mais c'est vraiment le Pentagone au centre de ce qu'on appelle aujourd'hui l'agglomération de Bruxelles-Capitale. Donc, c'est évidemment un territoire et une population beaucoup plus resserrée que ce qu'on peut penser aujourd'hui comme étant Bruxelles. Alors, et là, vous voyez le Pentagone, mais il est retourné parce que c'est une carte d'époque. Et on voit donc c'est un livre qui a été édité pour la première fois à la fin du 19e siècle, qui s'appelle La Belgique charitable, où on fait un peu l'état de tout ce qui est disponible pour l'assistance des personnes dans le besoin à Bruxelles. Il est de la fin du 19e siècle, mais il rend compte d'établissements qui précèdent bien avant. Alors, il y a 13 établissements qui sont destinés à accueillir entre 1400 et 1500 vieillards à Bruxelles pour un grand 19e siècle. Il y a des critères d'admission qui vont varier selon ces établissements. Principalement, il y a souvent un âge requis, c'est-à-dire, mais qui peut varier, c'est-à-dire que les seuils sont entre 50, 60 et 70 ans, par exemple. Ensuite, il y a plusieurs distinctions qui reviennent, c'est-à-dire qu'il y a des établissements qui vont accueillir gratuitement les pensionnaires, d'autres contre une pension. Il y en a qui vont accueillir n'importe quelle personne âgée et d'autres qui vont se limiter aux Bruxellois. Et enfin, il y en a certains exclusivement réservés aux femmes, d'autres certains réservés aux hommes, certains mixtes également. Et finalement, dernier critère important, c'est celui de la validité, donc de la santé des pensionnaires. Certains établissements n'accueillent que les pensionnaires valides, d'autres accueillent des pensionnaires dits invalides. Alors, on peut du coup distinguer trois catégories principales d'établissements. Il y a d'abord ceux qui sont marqués du petit triangle, qui sont les établissements d'assistance publique. Il y a ensuite, à partir de la moitié du 19e siècle, deux grands établissements qui vont accueillir un nombre assez important de pensionnaires, qui sont les établissements des Petites Sœurs des Pauvres. Et puis une série qui sont marquées par les ronds, ici sur cette carte, qui sont une série de petits établissements privés, mais accueillant un contingent beaucoup moins important de pensionnaires, donc maximum entre 5 et 12 pensionnaires. Ce qu'on peut souligner juste avant de passer à autre chose, c'est que ces établissements-là ne sont pas les seuls où se retrouvent potentiellement les personnes âgées à Bruxelles en institution au 19e siècle. Il y en a qui se retrouvent dans une institution qui s'appelle le dépôt de la Cambre, qui est une institution vraiment propre au 19e siècle, qui a une existence assez courte, mais qui accueille sans doute des populations vraiment les plus pauvres parmi la population qu'on peut appeler pauvre. Il y a les hôpitaux publics qui ont des succursales destinées justement à des pensionnaires plus âgés. Il y a également, qui se situe encore aujourd'hui autour de la Porte de Halle, la Société royale de philanthropie, qui accueille principalement des aveugles, mais c'est vraiment dirigé plutôt pour des personnes âgées. Et enfin, d'autres établissements hors les murs et hors la ville de Bruxelles qui seraient d'accord d'accueillir des pensionnaires, des vieux pensionnaires bruxellois. Mais malgré donc cette pluralité d'établissements, j'ai décidé de porter la focale sur les établissements d'assistance publique, et ce pour plusieurs raisons. Parmi donc cette myriade d'établissements, ce sont parmi ceux les plus spécifiques, donc ils sont vraiment destinés à accueillir la vieillesse et que la vieillesse. Il n'y a pas de mélange dans la population qu'ils accueillent. Ils accueillent le contingent le plus important de vieux bruxellois, donc c'est eux qui ont le plus de nombre, le nombre le plus important de lits d'hospice. Et ensuite, ils sont le fruit d'un héritage complexe qui va ouvrir sur des vieillesses plurielles tout à fait passionnantes à investiguer. Ce qui est encore intéressant à noter, c'est que à Bruxelles, Bruxelles semble au 19e siècle être une ville assez particulièrement favorable à ces vieillards. C'est-à-dire que en 1846, il existe un lit d'hospice pour 3 habitants de plus de 70 ans. Là, on retrouve à la même époque une proportion de 1 lit pour 6 habitants de plus de 70 ans à Anvers. De même, si on compare avec Paris, Paris compte en 1859 un lit pour 231 habitants parisiens, mais donc là, tout âge confondu, contre un lit pour 107 habitants à Bruxelles.
Et peut-être justement en raison de ce nombre important de lits d'hospice, Bruxelles ne va pas engager, comme dans d'autres villes, la délocalisation de sa population âgée, comme ça a été le cas par exemple à Anvers, qui par manque de lits d'hospice place beaucoup ses vieillards assistés dans des pensions à la campagne, ou Paris notamment, qui à un moment donné reconstruit ses hospices, mais en dehors de la ville. Du coup, à Bruxelles, et c'est important en fait dans cette idée toujours de retracer l'expérience des pensionnaires d'hospice, les hospices sont situés au centre, au cœur de la capitale, ouverts sur la ville, et donc les pensionnaires peuvent sortir de l'établissement s'ils en sont physiquement capables, pratiquer la ville aux alentours, etc., et côtoyer souvent des espaces de sociabilité qu'ils connaissent, puisque leur lieu de résidence n'est pas très éloigné, étant donné qu'ils sont bruxellois, lorsqu'ils déménagent à l'hospice. Alors ici, les hospices de l'assistance publique sur lesquels on va maintenant plus s'intéresser, on a l'hospice, alors les points verts représentent les déménagements successifs de l'hospice du refuge Sainte-Gertrude. Le point jaune, c'est l'hospice de l'infirmerie. Et le point rouge, c'est l'hospice Pacheco qui va déménager au bout d'un moment dans un aile du bâtiment de l'hospice de l'infirmerie. Le point violet, c'est les hospices réunis de femmes, et le point bleu, c'est le refuge Sainte-Gertrude. Alors, pour commencer, l'hospice de l'infirmerie. L'hospice de l'infirmerie, il est construit, il existe encore actuellement pour ceux qui connaissent ce coin-là de Bruxelles. On l'appelle l'hospice Pacheco aujourd'hui, mais là, c'est parce qu'il y a eu une confusion des noms. Mais donc, au XIXe siècle, il s'appelle l'hospice de l'infirmerie. Il est construit en 1827 à l'emplacement de l'infirmerie du Béguinage, qui existait à cet emplacement à l'époque, et c'est d'où il tire son nom. Alors, on y accueille des personnes âgées de plus de 70 ans, et de préférence indigents, c'est-à-dire ne pouvant pas subvenir à leurs besoins, infirmes et d'une probité ou d'une moralité exemplaire. Cela dit, malgré cette tendance, cette volonté de spécifier ces types de pensionnaires, on retrouve en fait une myriade de pensionnaires dans cet hospice parce que jusqu'en 1840, il y a les anciennes béguines qu'on reloge, parce que jusqu'en 1850, il y a aussi des pensionnaires payants, parce qu'on intègre à l'hospice de l'infirmerie les anciens hospices réunis hommes, mais donc qui ont un traitement particulier. Ensuite, il y a aussi les transférés des autres établissements Hospice Réunis Femmes et Hospice Pacheco, qu'on va voir juste après, qui sont aussi dans des catégories particulières. Donc, il y a là vraiment, même si à partir de 1850, et là, on le voit très clairement sur le nombre de pensionnaires, donc on arrive jusqu'à plus de 700 pensionnaires en 1849-1850. Et après ça, on va vraiment essayer de ne plus accueillir de payants, de limiter l'accueil aux pensionnaires les plus infirmes. Alors, l'hospice Pacheco, deuxième hospice que j'ai particulièrement analysé, il est fondé par une aristocrate à la fin du XVIIe siècle, qui va commencer par héberger des femmes, mais donc issues d'une certaine aristocratie, ou en tout cas d'une grande bourgeoisie, mais tombées dans l'indigence. Elle va les héberger chez elle, et à sa mort, elle transforme par son testament son œuvre en fondation. C'est intéressant parce que déjà en 1723, c'est une construction assez inédite. C'est la première fois qu'il y a vraiment un établissement. À ce moment-là, il est rue Fossé-aux-Loups. Il y a vraiment la construction d'un établissement pour le but précis d'accueillir des vieilles femmes avec une vie la plus autonome possible. Donc chacune a une chambre qu'on pourrait dire comme un petit studio aujourd'hui. Et ensuite, on va le détruire et le reconstruire juste derrière le palais de justice aujourd'hui, boulevard de Waterloo, entre le boulevard Waterloo et la rue Hollen. Alors, cet hospice, il est assez particulier parce qu'on a voulu maintenir justement les volontés de la fondatrice, et donc on continue d'admettre là des femmes exclusivement, célibataires ou veuves, âgées de 50 ans au moins, valides, donc sachant tenir leur ménage, de nobles ou bonnes familles tombées dans l'indigence, bruxelloises, munies d'un trousseau complet, et ça c'est vraiment pas négligeable. Et donc, ces femmes auxquelles on donne une pièce principale avec un ou deux réduits attenants, mais en plus du logement, on leur donne le chauffage et une rétribution financière en argent, une petite rétribution quotidienne.
C'est un hospice qui va accueillir maximum 52 femmes, mais donc on reste entre 40 et 50 pensionnaires sur toute la durée de mon étude. Troisième hospice qui ressemble très fort à l'hospice Pacheco, mais qui est quelque part un tout petit peu moins, avec des pensionnaires un petit peu moins, avec un standing social un tout petit peu moins élevé, c'est donc l'hospice réuni de femmes. Alors, elles sont d'abord au béguinage, et puis donc elles sont transférées, une fois qu'on construit l'hospice de l'infirmerie, elles sont transférées rue des Alexiens. Ce qui est intéressant, c'est que déjà, c'est plusieurs maisons qu'on bricole, qu'on aménage, mais donc c'est moins déjà un établissement qui a vraiment été construit, un bâtiment qui a été construit pour sa destination. Mais donc, les critères d'admission sont assez proches de ceux de Pacheco. C'est 50 ans ou moins, femmes, veuves ou célibataires, de bonne conduite et de préférence issues de familles bourgeoises, valides, possédant un trousseau, et à qui, de nouveau, on offre le logement, le chauffage, l'éclairage et une petite rétribution financière, mais qui est toujours moins élevée qu'à l'hospice Pacheco. Et on est aussi sur une population un peu plus importante, puisqu'on a jusqu'à 145 pensionnaires sur le siècle. Alors ensuite, on a le refuge Sainte-Gertrude, alors le refuge Sainte-Gertrude et le refuge des Ursulines, dont on va parler, sont un peu plus particuliers parce qu'ils sont fondés vraiment par un particulier qui s'appelle Grégoire S. Youngers, qui est un tailleur bruxellois, qui va fonder ces deux refuges au début du 19e siècle. Et ces deux refuges vont passer sous la tutelle de l'assistance publique à partir de 1846 et vont donc vraiment rentrer dans ce nouveau réseau d'établissements d'assistance à la vieillesse. Mais ils ont du coup un fonctionnement qui est particulier. C'est-à-dire que donc à Sainte-Gertrude, on y accueille des pensionnaires âgés de 70 ans, mais ça va descendre plutôt à 65 au fur et à mesure du siècle, qui n'ont pas de soutien financier, qui ont une bonne morale, qui sont bruxellois, veufs ou célibataires, sauf qu'on va y accueillir des ménages sur la fin de la période. Mais aussi, en fait, ce qu'il y a, c'est que on peut déroger à tous ces critères en fonction d'une négociation en fait avec la direction au moment d'entrée, si on amène un peu de financement ou si on amène d'autres choses. Alors donc ça c'est le refuge qui va le plus déménager, enfin c'est l'établissement qui va le plus déménager. On voit tous les points là sur la carte, mais c'est aussi un établissement qui existe encore aujourd'hui, rue des Capucins pour le coup dans les Marolles. Alors, c'est aussi un établissement qui accueille quand même un nombre important de pensionnaires, puisque c'est jusqu'à presque 220 pensionnaires sur la fin du siècle. Alors, le refuge des Ursulines, qui existe toujours aujourd'hui, qui est complètement encore une maison de retraite du CPAS de la ville de Bruxelles, il est créé comme le refuge Sainte-Gertrude par le même monsieur, le tailleur bruxellois Grégoire S. Youngers. Et c'est à peu près les mêmes choses, les mêmes manières de fonctionner qu'à Sainte-Gertrude, sauf que depuis le début, on y accueille les ménages. Et que la population qui est accueillie va aller croissante avec les aménagements qui sont faits dans cet ancien couvent des Ursulines que la ville donne au refuge pour qu'il puisse installer et pérenniser son action. Alors, ce qui m'apparaît important de retenir à ce stade-ci de ma communication, c'est qu'on a donc au sein de l'assistance publique un tableau avec 3 pans et quelque part 2 extrêmes dans les expériences et les types d'accueil que pouvaient recevoir les vieux bruxellois. Donc d'un côté, on a des femmes d'origine favorisée, valides, bénéficiant d'une prise en charge individualisée, les pensionnaires de Pacheco et des hospices réunis, femmes. De l'autre, des femmes et des hommes d'origine plus populaire, pour une part importante infirme, et pour lesquels la prise en charge est essentiellement collective, donc les pensionnaires de l'hospice de l'infirmerie. Et entre les deux, on a les 2 refuges qui retiennent du premier modèle la validité des pensionnaires et du deuxième modèle la gestion plus collective.
Alors bien sûr, les singularités des vies et l'évolution des fins de vie vont brouiller les lignes de ce tableau beaucoup trop rigide, mais il s'agit de garder donc à l'esprit les deux extrêmes entre le vieillard incontinent, impotent, malade de l'hospice de l'infirmerie et la vieille dame, qu'on appelle dame, de l'hospice Pacheco, valide, noble ou bourgeoise déchue, consciente de son statut, prête et outillée, à commencer rien que par la maîtrise de l'écriture, pour exprimer ses mécontentements. Alors, de cette comparaison, il ressort que la vie en collectivité concentre de manière la plus prégnante les astreintes, rigidités et disciplines imposées aux pensionnaires. Et ces différences ne se limitent pas aux espaces habités, mais le caractère individuel ou collectif des deux modèles influence tous les aspects quotidiens en institution. Donc, en effet, on va remarquer que pour les pensionnaires des hospices Pacheco et Réunis, elles partagent le statut d'assisté avec les pensionnaires de l'infirmerie, mais elles jouissent d'avantages considérables. Par exemple, elles ont la possibilité d'un espace intime, vraiment à soi, qui est plus large que juste un simple lit assigné. Donc, c'est fondamental puisque ça veut dire qu'elles peuvent préparer leur repas, qu'elles peuvent recevoir des visites chez elles, etc. Ensuite, elles bénéficient de cette rétribution financière qui leur donne quand même, qui les met déjà un peu plus à l'aise. Et elles ne sont pas tenues, comme les autres pensionnaires des autres hospices, à travailler pour l'établissement. Donc en fait, dans les hospices au 19e siècle, on est accueilli gratuitement en échange du travail dans les mesures des forces disponibles, évidemment. Mais donc les autres pensionnaires des hospices sont tenus à travailler pour l'hospice. Alors ici, par exemple, c'est une image du refuge des Ursulines et ici de l'hospice de l'infirmerie, où donc les pensionnaires sont occupés à la buanderie. Ici, occupation principale dans les hospices du 19e siècle, l'épluchage des légumes et des patates à l'hospice de l'infirmerie ici et au refuge des Ursulines de l'autre côté. Et pour vous donner une idée, mais donc ici c'est une photo d'une chambre de l'hospice Pacheco. Donc on voit le mobilier, l'espace disponible, etc. Et puis des images de salles collectives, de chambres collectives dans l'hospice de l'infirmerie. Et ça, c'est la même époque exactement à laquelle ça se passe. Par ailleurs, en plus de ça, les règlements d'ordre intérieur sont également beaucoup moins stricts dans les deux établissements que sont Pacheco et Réunis. Ce qui est frappant, par exemple, c'est les horaires de sortie de l'établissement qui vont être beaucoup plus larges pour ces deux hospices et beaucoup plus restreints pour les autres. En plus de ça, les pensionnaires des hospices Pacheco et Réunis, elles peuvent prendre congé, c'est-à-dire qu'elles peuvent partir en vacances jusqu'à 2 mois et donc quelque part avoir beaucoup plus facile à sortir de l'hospice et à se défaire de cette vie en institution. Alors, dernier point qui va nous occuper ce soir, c'est les variables de l'expérience. Donc, d'abord, il apparaît important de bien remettre en contexte et de se poser la question de la vie d'avant, et donc de relativiser quelque part peut-être les contraintes qu'ont pu donner les hospices. Donc, c'est vraiment, c'est l'historienne Michèle Perrault qui parle d'une vie pêle-mêle pour les conditions des logements ouvriers. Donc vraiment, la collectivité et les conditions de vie difficiles, ça existe en dehors des hospices. L'exiguïté, la promiscuité et la surpopulation, ce sont les caractéristiques bien souvent des logements populaires de l'Europe urbaine industrialisée. Donc c'est absolument pas quelque chose qui est inédit dans les hospices. Par ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'à certains moments du siècle, on va remarquer que les hospices protègent d'une certaine manière les pensionnaires qui l'accueillent. C'est notamment le cas, donc il y a des crises alimentaires très importantes en 1847 et en 1855. Et donc, dans la première moitié du siècle au moins, les hospices assurent des repas, si pas en qualité, au moins en quantité suffisante, ce que sont loin en fait de pouvoir se permettre de nombreuses familles issues des classes populaires. Par ailleurs, on remarque aussi que les épidémies de choléra qui jalonnent tout le 19e siècle ont globalement assez peu d'effets et les hospices semblent avoir été très peu touchés par ces épidémies, alors même que les hospices réunis femmes et le refuge des Ursulines se retrouvent en plein dans le quartier des Marolles, donc vraiment un des quartiers les plus touchés par l'épidémie. Alors, deuxième
variable, on va dire, c'est l'origine sociale et les ressources financières. Donc ça, on a déjà un peu évoqué avec les conditions d'accueil dans l'hospice Pacheco et dans les hospices réunis. Et donc, c'est là vraiment un statut tout à fait particulier. Et c'est les origines sociales qui permettent d'avoir accès à cet établissement. Et même lorsqu'elles deviennent infirmes et qu'elles doivent être transférées à l'hospice de l'infirmerie, elles gardent dans l'hospice de l'infirmerie un dortoir qui leur est réservé seulement à elles et donc des traitements qui leur sont plus favorables et propres à leur catégorie. Ensuite, bon, l'éducation et l'assurance de leurs particularités auront probablement rendu ces pensionnaires plus à même de formuler des plaintes, des demandes et des requêtes. Et on retrouve de nombreuses requêtes de la part de ces pensionnaires dans les archives que j'ai consultées. Alors, le genre, comme troisième variable de l'expérience, pose question dans deux directions assez différentes. Donc, quelque part, il y a un accès et une offre différenciée selon les établissements. En fait, il n'existe pas, quelque part, d'équivalent des hospices Pacheco et Réunis pour les hommes. Donc, il y a seule une cinquantaine de places des hospices réunis hommes intégrés, amalgamés dans l'hospice de l'infirmerie qui persiste. Mais quelque part, c'est une offre 3 fois moins importante pour les hommes que pour les femmes d'une même position sociale en termes d'institutions disponibles. Et cette observation semble valoir en dehors de l'assistance publique, puisque, comme observé dans le premier point sur le paysage institutionnel de Bruxelles, en fait, il y en a sur les 13 établissements. Je n'entends plus. Vous entendez? Sur les 13 établissements, 4 qui sont mixtes, 8 exclusivement pour les femmes et un seul exclusivement pour les hommes. Donc, on pourrait se poser la question de, à femmes plus vulnérables, peut-être moins responsables des revers de fortune ou des difficultés qui lui arrivent, retraite plus confortable. Cela dit, cette idée-là, elle ne vaut absolument pas pour des femmes plus... Excusez-moi, parce qu'il y a des notifications qui me déconcentrent un petit peu. Alors, est-ce que tout le monde m'entend, à part Marie-Paul Dermine? Tout le monde m'entend. Alors, je pense qu'il faut peut-être réactiver un micro ou quelque chose comme ça. Je vais continuer l'exposé. Ah. OK. Je ne sais pas si vous m'entendez, excusez-moi, mais j'entends plus rien. Donc je mais ne sais pas. On vous entend. Oui, oui, nous entendons. Je ne sais pas si quelqu'un peut peut-être lui répondre un petit message pendant que je vais continuer. Où j'en étais? Oui, donc, dans un tout autre registre, donc, on remarque par contre que pour les femmes les moins favorisées, l'hospice n'accentue pas, mais prolonge très certainement les inégalités de l'extérieur. Et donc, c'est particulièrement flagrant quand on regarde le travail qui est fait et réalisé par les pensionnaires dans l'hospice. Donc, d'une part, la répartition hommes-femmes des tâches reste la même et les métiers des hommes, plus utiles souvent comme serrurier, forgeron, etc., à l'entretien de l'hospice, leur assure une reconnaissance en fait plus importante. Et d'autre part, les très très infimes rémunérations qui sont parfois données contre le travail des pensionnaires, notamment à l'hospice de l'infirmerie, suivent les mêmes barèmes qu'à l'extérieur, c'est-à-dire qu'elles sont moins importantes pour les femmes que pour les hommes, et ce, quand bien même ils accomplissent le même travail. Donc, en 1910, par exemple, on a les nettoyeurs qui reçoivent 1,75 francs, alors que les femmes nettoyeuses reçoivent quant à elles 1,25 francs. À ce titre, du coup, il fait sans doute mieux vivre d'être un homme qu'une femme au sein de l'assistance publique. Alors, quatrième variable de l'expérience que j'ai mis en exergue ce soir, c'est l'idée que le pensionnaire modèle est celui qui travaille. C'est celui qui rend quelque part à l'hospice l'accueil qu'il lui offre. Cette valorisation de ce pensionnaire-là va se retrouver dans des largesses dans les horaires des pensionnaires travailleurs, des rétributions, même si elles sont minimes, des visites de l'extérieur autorisées plus facilement et dérogeant potentiellement aux horaires imposés, et même parfois des contournements de punition. Donc on a par exemple, j'ai un exemple d'un serrurier et d'un forgeron qui sont à un moment donné complètement ivres et l'alcool est
problème que les autorités de l'hospice ont l'air de combattre très, très activement pendant tout le siècle. Et en fait, eux, ils vont échapper à la punition que ça devrait leur entraîner parce que justement, ce sont là 2 travailleurs très, très utiles à l'institution. Alors finalement, dernier critère, enfin variable de l'expérience, c'est celui, et non des moindres, de la condition physique et de l'état de santé. Ça marque en effet de manière déterminante les possibilités des personnes âgées dans les hospices qui les accueillent. Alors déjà, par exemple, l'invalidité des pensionnaires de Pacheco et des Réunis entraîne leur transfert à l'infirmerie. C'est l'indicateur de leur déchéance physique. Et donc, ces pensionnaires, elles vont combattre énergiquement cette façon de faire, cette organisation institutionnelle de l'assistance publique, mais elles ne vont pas être entendues. Mais en tout cas, elles demandent vraiment à pouvoir rester mourir dans leur lit, dans leur hospice Pacheco ou aux hospices Réunis, et de ne pas être bousculées dans leur environnement et habitudes, ce qu'on peut imaginer que provoque ce déménagement. Par ailleurs, même si, donc, par exemple, à l'infirmerie qui veut se spécialiser justement le plus possible dans l'accueil des infirmes, les infirmes, les impotents, les pensionnaires vraiment en mauvais état de santé sont du coup les pensionnaires les plus désirables quelque part parce que assurés d'une incapacité légitime et donc on est sûr qu'on n'est pas face à ce que les autorités vont traquer, c'est-à-dire le pauvre oisif qui profiterait d'une assistance. Mais en fait, quelque part, leur intégration inconditionnelle dans le système d'assistance referme sur eux les murs de l'institution qui les accueille, d'autant plus au regard de l'immobilité de nombreux d'entre eux. Donc, la maladie et les infirmités, elles entraînent une mise à l'écart, une diminution des liens avec l'extérieur. Souvent, spatialement, ils sont mis dans les pavillons les plus éloignés. Les horaires de visite sont restreints. Les soins, ils sont très difficiles à dispenser. Et donc, les échanges avec le monde extérieur vont devenir quasiment impossibles. Par ailleurs aussi, ici, c'est une image d'une salle des gâteux qu'on appelle. Donc, ce terme reprend, c'est jamais très bien défini, mais sans doute les pensionnaires infirmes et incontinents. Et on voit que même le mobilier est beaucoup moins travaillé en fait dans ces pièces-là, puisque comparé à une image qu'on a vue plus haut des salles collectives, dans leur table de nuit, ils n'ont même pas le détail du petit tiroir qui leur permettrait le dernier espace d'intimité dans la collectivité des salles. Alors, j'en arrive du coup, si vous êtes toujours là, au terme de ma communication et pour quelques conclusions. À l'issue de ma recherche, j'espère avoir contribué à la création d'un nouveau récit des hospices du 19e siècle, c'est-à-dire que l'hospice mouroir ne peut plus être, selon moi, le seul récit des établissements de prise en charge de la vieillesse au 19e siècle. Alors, premier point important, c'est l'idée que pendant cette période-là, je pense, va vraiment se construire l'idée d'un cadre commun pour les populations accueillies en fonction de leur vieillesse. Et ça, c'est assez inédit et c'est vraiment, ça démarre au 19e siècle. Donc, en effet, la période entre 1830 et 1914, donc de l'indépendance de la Belgique au début de la Première Guerre mondiale, qui correspond en fait à la mise en place de ce réseau public d'établissements, eh bien, on voit du coup, c'est-à-dire que 1830-1914, 1827, c'est en fait la construction de l'hospice de l'infirmerie, et 1914, c'est l'avènement en Belgique, enfin après l'énorme rupture du premier conflit mondial, c'est l'avènement en Belgique d'un système obligatoire de pension après la rupture générale du conflit mondial, qui va transformer durablement le rôle de ces établissements par la standardisation des départs du marché du travail vers la pension. Mais donc ça, c'est quelque chose qui n'existe pas avant la Première Guerre mondiale. Et donc ce cadre chronologique, 1830-1914, c'est alors le moment d'une construction discrète, mais progressive d'un accueil de plus en plus commun et standardisé des personnes âgées. Et de plus en plus précisément, au cours de cette période, leurs vieillesses vont se conjuguer au matin, au calme, à la tranquillité, au repos, aux aménagements mobiliers et aux régulations du sensible. Deuxième point important, je pense, c'est la mise en lumière de cette hétérogénéité des vieillesses accueillies au sein de l'assistance publique, pourtant destinée aux indigents, c'est-à-dire ceux qui ne savent pas subvenir à leurs besoins.
De manière inattendue, le réseau de prise en charge publique bruxellois réserve exclusivement aux femmes d'une certaine origine sociale les établissements les plus individualisés et les mieux dotés que sont les hospices Pacheco et Réunis. Les refuges Sainte-Gertrude et les Ursulines accueillent quant à eux une population mixte et plus socialement mélangée sur un mode collectif. L'hospice de l'infirmerie, également via des infrastructures collectives, se spécialise en revanche dans l'accueil des indigents invalides des deux sexes. Mais ainsi, malgré l'indigence commune à tous les pensionnaires d'assistance publique, des populations différentes sont accueillies au sein d'établissements eux-mêmes très différents. Les variables principales de ces différenciations sont les origines sociales, on a vu, le genre, l'état de santé des pensionnaires. Et finalement, je dirais que ce nouveau possible dans le récit des hospices du 19e siècle vient réinterroger l'archaïsme qu'il aurait habituellement prêté, qui est habituellement prêté aux formes de prise en charge antérieures aux années 60-70. Replacés dans leur contexte, en lien avec les normes techniques et sociales de leur temps, les hospices du 19e siècle apparaissent beaucoup plus complexes que des lieux d'abandon des plus démunis. Ils portent également déjà en eux, bien qu'inégalement répartis socialement, l'individualisation des traitements, encore aujourd'hui préconisés dans les établissements de prise en charge. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et si vous voulez aller plus loin, mais je vous laisse juste les références de l'ouvrage qui est issu de ce travail.